Aujourd'hui, je vais d'abord commencer par vous poser une question et j'aimerais que vous y répondiez très honnêtement, même juste pour vous. Est-ce que vous avez déjà été en thérapie ou même essayé d'y aller et à ce moment-là, vous avez eu l'impression que vous deviez laisser une partie de vous devant la porte avant d'entrer, comme si pour être bien accompagné, entre guillemets, vous deviez mettre quelque chose de vous de côté. Votre famille, votre culture, votre religion, votre histoire. Comme si vous deviez à ce moment-là devenir quelqu'un de plus simple, de plus lisible, voire de plus conforme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'idée d'aller en thérapie ou lorsque vous y êtes allé justement? Parce que si vous répondez oui, même dans votre tête, même à moitié, cet épisode justement, il est fait pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on évoque encore trop peu. Moi, je trouve qu'on l'évoque trop peu. C'est le fait que la thérapie telle qu'elle a été construite aujourd'hui, et depuis des années, mais la thérapie telle qu'on la connaît aujourd'hui en Occident, elle n'est pas en réalité prévue pour prendre soin de la santé mentale des immigrés ou des enfants d'immigrés. Et quand on est une personne racisée, quand on porte plusieurs mondes en soi, c'est un réel problème. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. En fait, en Occident, c'est comme s'il y a une partie des gens qui habitent en Occident qui sont pas prévus au programme, grosso modo. Et je vous préviens, on va quand même aller en profondeur parce que c'est un sujet que moi, je maîtrise puisque justement c'est le cœur de mon métier, entre autres, et que je trouve ça vraiment, vraiment dommage et même dangereux que les thérapeutes ne soient pas ouverts à ça, à la pluralité des gens, à la pluralité des genres, des mondes, des cultures, des origines, etc., etc. Allez, je vous invite à vous installer confortablement ou alors à être monotache comme d'habitude, vous le savez. Vous pouvez même prendre des notes et surtout je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Yallah le podcast où on va aborder le fait de se soigner sans renier ses racines. Alors, on va commencer par le début, par quelque chose que beaucoup d'entre vous vivent sans forcément avoir les mots pour le dire. Cette espèce de sensation diffuse d'être entre, ni totalement d'ici, ni totalement de là-bas. Vous êtes né ici, vous êtes arrivé très jeune, vous maîtrisez les codes, la langue, les références, et à la maison, c'est un autre univers. Une autre langue, une autre façon de penser, les relations, le temps, la réussite, ce qui est bien ou ce qui est mal. Et sans même vous en rendre compte, vous passez votre vie à faire le grand écart, à l'école, au travail, avec des amis. Vous vous adaptez. En famille, vous vous adaptez encore, mais différemment. Vous traduisez pas juste les mots, mais les façons de penser, les façons d'être. Et à un moment donné, il arrive cet instant où vous allez avoir cette réflexion de vous demander qui vous êtes dans tout ça. Voilà. Et moi, qui je suis dans cet écart, en fait, entre les deux mondes. Et parfois, c'est même pas que entre les deux mondes, c'est entre trois, quatre, tout dépend des origines. C'est ce qu'on appelle la double appartenance. Et ce que la recherche montre, notamment les travaux de la psychiatre et ethnopsychologue Marie-Rose Moreau, publiés dans les bulletins de l'Académie nationale de médecine, c'est que cette navigation permanente entre plusieurs systèmes de valeurs génère un stress psychologique qui est bien réel. Donc c'est pas dans votre tête, parce que bien souvent les gens en fait qui sont saturés psychologiquement et qui n'arrivent pas à nommer un fait qui est déclencheur de ça, et ils ont l'impression que c'est dans leur tête. Non, c'est documenté, il y a des études dessus, c'est pas dans votre tête. Et même si c'était dans votre tête, on doit chercher à vous comprendre. Mais voilà, ce que la thérapie classique rate souvent, c'est cette tension justement. Parce que c'est pas un problème à résoudre, c'est pas un dysfonctionnement, c'est une réalité qui est complexe, mais qui est riche aussi. Mais même si elle est riche, parfois elle est épuisante. Et quand elle est épuisante, elle demande un accompagnement spécifique. Pas universel, pas typiquement occidental, mais spécifique.
Et cette fatigue d'être constamment en train de jongler entre plusieurs versions de vous-même, elle s'accumule silencieusement et souvent, on n'y met pas de nom avant longtemps. Et là, j'ai envie qu'on s'arrête sur quelque chose qu'on comprend encore mal, même dans les espaces de soins, et qui est quelque chose de fondamental pourtant pour comprendre ce que l'on porte vraiment, le transgénérationnel. Est-ce que vous avez déjà eu des angoisses que vous n'arrivez pas à expliquer, des peurs qui n'ont pas vraiment de source dans votre propre vie à vous, une tristesse qui remonte sans raison apparente, une façon de réagir à certaines situations qui vous dépassent? Et il y a une question que peu de thérapeutes posent et qui pourrait tout changer pourtant. Est-ce que cette douleur que vous traînez là depuis des années, en plus de la fatigue d'être entre deux cultures, c'est vraiment la vôtre? Est-ce que cette douleur, c'est vraiment la vôtre? Alors oui, ce que vous ressentez, c'est à vous, mais est-ce que c'est la vôtre? Parce que la recherche en psychologie transgénérationnelle, et notamment les travaux de Nicolas Abraham et Maria Torok, sur ce qu'ils appellent la crypte et le fantôme, montrent quelque chose de fascinant et de bouleversant à la fois. On hérite des traumas de nos ancêtres, et pas métaphoriquement parlant, réellement. Les silences de famille, les deuils non faits, les traumatismes jamais verbalisés, tout ça, ça se transmet. Parfois dans les comportements, parfois dans le corps, parfois dans des angoisses qui nous appartiennent pas, mais qu'on porte comme si c'était les nôtres. Et dans certaines familles d'immigrés, de gens qui ont fui la guerre, de familles qui ont survécu à des histoires que personne n'a jamais racontées à voix haute, ce poids transgénérationnel est souvent immense. Vous voyez ? Je vous en ai déjà parlé et puis on a beaucoup évoqué l'épigénétique. C'est un axe fondamental dans ma façon d'approcher les gens, par exemple. Et pensez à vos parents, à ce qu'ils ont traversé pour arriver ici. Les humiliations avalées, les deuils impossibles, quitter un pays, des proches, une langue, une identité, un espace qu'ils reconnaissent tous les jours, les rêves mis de côté pour que vous puissiez peut-être avoir les vôtres. Des fois, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'ils ont traversé pour vous. Ou alors, des fois, c'était à cause de la guerre. Des fois, c'était pour fuir quelqu'un, en fait, de violent. Et souvent, ils en ont jamais parlé. Parce qu'on parle pas de ça. Parce qu'il fallait avancer. Parce que se plaindre, c'était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre à l'époque. C'était pas dans les mœurs de parler. Regardez, en France, après la guerre, les gens ne parlaient pas de la guerre. Voilà. On va parler d'un truc franco-français. Les gens ne parlaient pas de la guerre. Et ils parlaient pas de leur implication dans la guerre ou du fait qu'ils aient résisté. C'était tabou. Ce que les gens avaient vécu était tabou. Parenthèse fermée. Mais vous grandissez là-dedans. Vous absorbez ce silence. C'est inconscient, tout ça, sans le savoir. Vous sentez la douleur sans avoir les mots pour la nommer. Et parfois, vous vous retrouvez à porter un deuil migratoire qui n'est pas le vôtre, mais qui est devenu le vôtre parce que personne d'autre ne l'a porté à voix haute. C'est pour ça qu'une thérapie qui ne prend pas en compte l'histoire familiale, l'histoire migratoire, les non-dits de famille, elle passe à côté d'une partie essentielle de qui vous êtes. Elle va travailler sur la surface quand la racine est bien plus profonde. Et puis, puisqu'on parle de ce qu'on hérite, parlons de la famille, mais vraiment. Parce que c'est souvent là que ça coince le plus en thérapie. Et je veux qu'on aille au fond des choses. On n'est pas là pour avoir des tabous, on est là pour avancer, pour grandir, pour dépasser les choses. Dans beaucoup de cultures, la famille, ce n'est pas juste un contexte, d'accord ? C'est le centre, c'est la structure autour de laquelle tout s'organise. L'honneur, la survie, le sens, et cette centralité va créer quelque chose de très particulier, un sentiment de loyauté profond, viscéral, souvent inconscient. Et quand vous allez en thérapie et qu'on vous dit
Oui, madame, monsieur, il faut apprendre à poser vos limites, vous devez penser à vous d'abord, comme ça, brut, hein. Votre famille ne peut pas tout décider pour vous. Eh ben, vous regardez le thérapeute et vous êtes là, mais en fait, il sait que je viens de tel endroit et que ça se fait pas comme ça et que si et que ça. Ce conseil, aussi bien intentionné soit-il, il vient d'une vision du monde radicalement différente de la vôtre. C'est une vision individualiste, occidentale, où l'épanouissement personnel prime sur le collectif. D'accord ? Laissez-moi finir, je vais aller jusqu'au bout, parce que moi aussi, je vous dis qu'il faut apprendre à poser des limites, etc. Mais je vous le dis autrement. Les gens que j'accompagne, ils doivent rire en m'écoutant parler. Mais donc, toujours est-il que vous grandissez dans une logique du groupe, où vous mettre en avant, au détriment de votre famille, c'est une faute morale. Où la loyauté, ça se prouve. Et où l'amour, ça se montre par le sacrifice. Ah, là on touche quelque chose. Et là vous vous retrouvez dans une position impossible si vous êtes face à un thérapeute qui vous dit stricto sensu, mettez des limites, éloignez-vous, et nanani et nanana. Parce que d'un côté, vous souffrez réellement profondément, et de l'autre, vous aimez votre famille réellement profondément. Et il y a quelqu'un qui vient vous dire que pour aller mieux, vous devriez couper ou vous en éloigner. Et vous savez ce que ça produit, ça, chez vous ? De la culpabilité. Pas de la libération, pas du tout. De la culpabilité. Et c'est là que la recherche montre d'ailleurs quelque chose d'important, c'est d'ailleurs une méta-analyse publiée dans PMC sur l'expérience thérapeutique des minorités ethniques, c'est que cette inadéquation culturelle, elle est l'une des principales raisons pour lesquelles les raisons racisées abandonnent la thérapie après 1 ou 2 séances. Pas parce qu'elles en ont pas besoin, mais parce qu'elles s'y sentent incomprises dans quelque chose d'essentiel. D'accord ? Et c'est pour ça, en fait, je trouve que c'est fondamental, sine qua non, de savoir d'où viennent les gens. Parce qu'on n'aborde pas un Japonais comme on aborde un Français de Paris ou un Auvergnat. D'accord ? Le Parisien et l'Auvergnat, ça n'a rien à voir. Alors là, je peux vous le dire, par exemple. On n'aborde pas quelqu'un, en fait, qui vient de Guinée-Conakry, comme on va aborder un Marocain ou un Américain. Vous voyez ? Et il y a encore quelque chose de plus profond là-dedans. Quelque chose qu'on nomme rarement. C'est que lorsque on ne nous regarde pas entièrement, en tant que patient qui a besoin d'aide, on ne comprend pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle la dette invisible. C'est cette sensation, consciente ou non, que vous devez quelque chose à vos parents. Que leur sacrifice crée une obligation. Vous imaginez quand vous êtes enfant de parents qui ont fui la guerre, que réussir, c'est leur rembourser quelque chose. Je parle pas d'argent, je parle, pour ceux qui ne connaissent pas ces situations-là, je parle de rembourser quelque chose au niveau moral. Et donc, souffrir, pour ceux qui vivent ça, c'est gâcher ce qu'ils ont construit. Donc ils s'interdisent de souffrir, ou en tout cas d'écouter leur souffrance. Donc ils vont performer, ils vont sourire, avancer, et ils vont tout garder pour eux. Et la loyauté familiale, ce n'est pas du tout un défaut. Ce n'est pas quelque chose à traiter, c'est une valeur réelle, c'est une belle valeur qui fait partie de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et ce dont on a besoin en thérapie, c'est d'un espace qui comprend ça et qui, de facto, vous aide à naviguer dans cette complexité sans vous demander de choisir entre vous et les vôtres. Sauf s'il y a danger imminent, sauf s'il y a maltraitance, acte de barbarie, inceste, etc., etc. Entendons-nous. Et dans cette même logique de ce qui vous constitue profondément, il y a quelque chose aussi que la thérapie classique a du mal à intégrer. Et ça, c'est bizarre parce que c'est quelque chose qui constitue l'humanité et qui est dans l'humanité depuis toujours, et c'est la religion. Pour beaucoup d'entre vous, la foi, ce n'est pas une pratique parmi d'autres. C'est une façon de tenir debout, une façon de donner du sens à la souffrance que vous vivez
quand rien d'autre n'y parvient. Une façon de se relier à quelque chose de plus grand que soi dans des moments où tout s'effondre. Et dans certaines cultures, la spiritualité et le soin psychologique ne sont pas deux choses séparées. Ils font partie du même continuum. On prie quand on va mal, on consulte un imam, un prêtre, un rabbin, on fait des rituels et ça aide vraiment. Mais dans un cabinet de thérapie standard, très influencé par une tradition laïque et occidentale, cette dimension, elle est souvent soit ignorée, soit regardée avec une méfiance à peine voilée, de la condescendance, comme si croire était une façon de fuir la réalité, ou comme si la foi était forcément synonyme de culpabilité, de blocage. Et il y en a même en fait qui vont mettre l'un contre l'autre la science et la foi. On a encore des gens qui sont comme ça. Comme si chaque scientifique sur Terre était athée et comme si chaque personne profondément croyante ne pouvait pas être un scientifique de renom. Vous voyez ? Et alors, vous savez ce qui se passe quand vous ressentez ça ? Eh ben, vous allez vous auto-censurer. Vous n'allez pas pouvoir parler de votre prière à votre thérapeute, de votre jeûne, de ce que ça signifie pour vous, parce que vous ne voulez pas être mal jugé. Et à ce moment-là, vous perdez une ressource immense de guérison. Et ce que la recherche dit là-dessus est clair. D'accord ? Les études publiées, elles montrent que les programmes de soins qui intègrent la dimension spirituelle et culturelle obtiennent des résultats mesurables. Réduction de l'anxiété, diminution des symptômes dépressifs, meilleure capacité à faire face. Donc, intégrer la culture et la spiritualité dans le soin, c'est pas du confort, c'est de l'efficacité clinique. Et d'ailleurs, ça permet aussi, quand on prend en compte cet aspect de la personne, de voir si elle n'est pas sous l'emprise, par exemple, d'un gourou, d'une secte, d'un truc un peu déviant, bizarre, etc. Alors que si le thérapeute en face de vous, il est complètement fermé, eh ben il passe à côté. Et ça, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Attention. C'est horrible parce que la personne, elle va être sous l'emprise d'une secte et il y a personne qui va pouvoir l'aider parce que, le thérapeute est complètement fermé. Moi, je l'ai vu vraiment plusieurs fois. Ne croyez pas que les sectes, c'est rare. C'est pas un phénomène rare. Beaucoup depuis le Covid, beaucoup de gens très jeunes d'ailleurs sont victimes de ça. Donc, comme je vous le disais, intégrer la culture et la spiritualité dans le soin, ce n'est pas du confort, c'est de l'efficacité clinique. Et ce dont on a besoin, c'est d'un thérapeute qui peut dire, sans condescendance, dites-moi comment votre foi vous aide à tenir, ou au contraire, ce qu'elle vous coûte parfois. Et on va construire à partir de là. Parce que vous savez, il y a aussi ce pendant qui est très réel, c'est que parfois, la foi des gens, elle est utilisée contre eux. Elle est utilisée pour les asservir. Elle est utilisée pour leur faire croire, en fait, qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ne sont pas assez croyants, qu'ils ne sont pas assez rigides, qu'ils ne font pas ci, pas ça, etc., etc. Et moi, je le vois très, très, très régulièrement lorsque j'ai affaire à des femmes qui sont violentées et qui sont sous emprise. Le dernier rempart du bourreau, du manipulateur, du narcissique, ce que vous voulez, c'est la religion. Quand il voit que la personne, elle commence à comprendre, quand elle commence à se réveiller, à sortir de son jeu pervers et machiavélique, il brandit le truc de « tu n'es pas assez pieuse ». Mais je peux même plus compter le nombre de fois où j'ai eu affaire à ce cas de figure. Et c'est très dangereux parce que ce sont des stratégies mortifères qui peuvent nuire à la personne et l'envoyer au cercueil. Donc vous voyez, encore une fois, si la personne, la victime d'un homme manipulateur ou inversement un homme qui est victime, ne peut pas parler de ce pendant-là et a affaire en fait à un thérapeute très fermé, c'est pareil. C'est une personne en fait qui va passer entre les mailles du filet et qui ne pourra pas guérir. Et alors là,
on arrive à quelque chose de fondamental, parce que je vous parle de foi, mais quand on parle de foi, on parle de quelque chose qui reste souvent absent des espaces thérapeutiques, et c'est le racisme. Parce que si vous êtes une personne racisée, une partie de votre charge psychologique, elle vient de là. Des micro-agressions au quotidien, ces petites phrases, ces regards, ces questions sur vos origines, ces doutes sur votre légitimité, les discriminations systémiques à l'embauche, au logement, dans les institutions. Et alors, depuis 3 ans, sur les plateaux de télé français, ils y vont à cœur joie. La fatigue de devoir constamment prouver que vous méritez votre place dans des espaces qui ne sont plus pensés pour tout le monde. D'accord ? Parce que fut une époque où les gens ne se posaient même pas la question. C'était pensé pour tout le monde. Et le racisme, il se proclamait en famille. C'était la honte d'être raciste. Mais aujourd'hui, en fait, c'est limite un truc hype. Vous voyez ? Et tout ça, ça laisse des traces profondes, durables. Et c'est pas une impression. C'est documenté également. Donc, imaginez, vous rassemblez le courage d'en parler en thérapie et le thérapeute, il vous dit « Mais vous êtes sûr que c'est vraiment du racisme ? Vous êtes sûr ? Oh, mais je ne pense pas. Oh, mais... » Le « oh, mais ». Ou alors, carrément, il va changer de sujet. Ou il reformule, en fait, ça comme si c'est une question de perception. Genre, vous voyez ? Parce qu'une insulte raciste ou un regard condescendant, c'est une question de perception. Vous voyez ? Ce que ça produit, c'est que ça vous crée une deuxième blessure, une invalidation, et souvent, les gens, ils vont pas revenir. Et il y a une étude publiée en 2025 dans Psychiatric Services qui confirme ce que je vous dis. Les micro-agressions commises par des professionnels de santé mentale, entraînent une rupture de l'alliance thérapeutique qui va compromettre l'ensemble du traitement. Et une étude qualitative française publiée dans l'Encéphale montre que la majorité des praticiens cliniques n'ont tout simplement pas reçu de formation suffisante pour aborder les oppressions sociales dans leur pratique. C'est un truc de fou quand même. Vous imaginez ? Donc en fait, alors eux ils vont dire c'est pas de notre faute, genre c'est pas une question de mauvaise volonté. C'est une question de formation. Mais je regrette. On est en 2026. On est à l'ère du tout connecté. Donc, il y a un moment donné, prenons nos responsabilités. Et si on voit qu'on a une patientèle qui vient de tous horizons, on se renseigne sur la culture, sur la façon de vivre, sur les origines, les enjeux, le système, etc. Et c'est là, en fait, qu'il faut décider d'inclure et de redéfinir ce qu'on appelle le soin. Parce qu'un psy qui n'inclut pas ça, ce n'est pas un psy qui est dans le soin, c'est un psy qui se regarde le nombril. Et la thérapie culturellement compétente, c'est un espace où votre expérience du racisme, elle est reconnue comme réelle, structurelle et comme ayant un impact direct sur votre santé mentale. Pas quelque chose à relativiser, pas quelque chose dont vous seriez co-responsable, mais quelque chose qui vous a été fait et qui mérite d'être soigné. C'est comme les agressions en milieu hospitalier du corps médical, en fait, qui va dire que les femmes méditerranéennes, en fait, elles en rajoutent dans la douleur. Oh, ce truc, vous savez qu'on l'entend encore. Moi, ça me rend dingue. Et donc, il y a des femmes, et vous avez vu, il y a des procès en cours d'ailleurs, il y a des femmes qui en décèdent. Qu'on ne prend pas au sérieux. Il y a eu plusieurs cas où des femmes ont appelé le SAMU avec des douleurs terribles, invalidantes, parce qu'aujourd'hui on a les enregistrements, et où en fait vous avez la personne du SAMU qui se moque d'elles. Et elles finissent par décéder, alors qu'elles auraient pu être sauvées. Et ça, c'est littéralement du racisme et le biais en fait de les femmes méditerranéennes en rajoutent dans la douleur, vous voyez ? Et tout ce que je viens de vous évoquer là, la double appartenance, le transgénérationnel, la loyauté familiale, la religion, le racisme, tout ça, ça se cristallise souvent en quelque chose de très intime, très silencieux, que beaucoup portent sans jamais le nommer.
la honte de ne pas aller bien, parce que vous êtes enfant d'immigrés. Vous grandissez avec une conscience aiguë du sacrifice. Vos parents ont quitté leur pays, leurs proches, leur langue, parfois leur dignité. Et encore, je dis parfois, très souvent leur dignité. Et quelque part, ça devient quelque chose qui, qui retombe sur vos épaules, parce que vous vous dites, c'est pour moi qu'ils se sont sacrifiés. Et donc, aller mal, avoir besoin d'aide, ça ressemble à une ingratitude, comme si vous alliez gâcher tout ce qu'ils ont construit, tout leur sacrifice à eux, ok ? Alors, vous allez commencer à minimiser, à vous dire que eux, ils ont vraiment souffert, que vous n'avez pas le droit de vous plaindre, et là, vous allez comparer les douleurs. Et à partir du moment où vous comparez les douleurs, c'est cuit. Parce que comparaison n'est pas raison, de 1. Et de 2, chaque être humain est unique. Donc vous ne ressentirez jamais ce qu'ils ont ressenti. Et inversement, ils peuvent pas ressentir ce que vous ressentez. D'accord ? Ce sont des vies complètement différentes. Ok ? Et vous savez ce qui est fou, c'est que cette honte elle-même, cette incapacité à s'autoriser à souffrir, c'est aussi un héritage transgénérationnel. Parce que vos parents, eux aussi, ils ont appris à avaler leur douleur pour survivre. Et vous avez appris d'eux que la douleur, ça ne se montre pas. Donc on a beaucoup de facteurs, hein, d'accord ? Et donc, il y a même une honte, en fait. Vous savez, je suis sûre que vous avez déjà entendu, ouais, non, le psy, c'est pour les fous, etc. Culturellement, c'est mal vu. Et donc, il y a une stigmatisation communautaire, des barrières culturelles, de cette croyance profondément ancrée que la souffrance psychologique, c'est soit un luxe, soit, en fait, ça n'existe pas, grosso modo, d'accord ? Et moi, ce que j'ai envie que vous entendiez vraiment, c'est que la souffrance ne se compare pas. Le fait que vos parents aient traversé des choses immenses ne rend pas votre douleur moins réelle, moins valide, moins digne d'être soignée. Les deux peuvent coexister. Leur force et votre fragilité, leur sacrifice et votre besoin d'aide. Parce que eux, personne ne les a aidés, d'accord ? Et souvent, c'est quelque chose que je trouve profondément beau, travailler sur soi. Parce que c'est aussi continuer leur travail à eux quelque part, hein. C'est les guérir aussi, parce que la dynamique elle va changer forcément, ça va être plus doux. Et c'est souvent ils ont tout quitté pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Et une vie meilleure, ça inclut d'aller bien à l'intérieur. Et vous allez me dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Parce que je vous ai nommé beaucoup de choses. Nommer, c'est déjà un acte puissant. Mais je veux pas vous laisser là sans vous donner des outils concrets, parce que la vraie question, c'est maintenant, vous faites quoi ? La première chose, et c'est important, c'est que ce qui compte avant tout, c'est que vous ayez un thérapeute qui peut avoir la même origine que vous, ou pas, mais qui comprenne, qui ait cette compétence culturelle. C'est que vous ayez en face de vous un praticien capable de vous comprendre, de respecter et d'intégrer votre contexte, même si c'est pas le sien. D'accord ? Et il y a certains thérapeutes qui n'ont pas vos origines et qui ont cette compétence, et il y a certains thérapeutes qui ont la même origine que vous et qui n'ont pas cette compétence. Mais ce qui compte, c'est la posture, la curiosité sincère et la façon dont vous allez vous sentir en confiance. Ça, c'est très important. Et cela dit, si vous vous sentez plus en sécurité avec quelqu'un qui partage votre vécu, il faut vous valider, d'accord ? C'est légitime, vous n'avez pas à vous justifier, auprès de personne d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que lors du premier entretien, vous avez le droit de poser des questions directement, d'accord ? Et n'écoutez pas seulement les réponses, mais observez comment vous sont données les réponses. Ok ? Retenez bien ça. Observez comment les réponses vous sont données. Vous le savez, je vous le dis toujours, tout ce qui n'est pas dit oralement va se lire sur le visage. Donc vous pouvez
poser ce genre de questions. Par exemple, avez-vous déjà accompagné des personnes issues de l'immigration ou des personnes racisées? Comment est-ce que vous intégrez la dimension culturelle et religieuse dans votre accompagnement? Est-ce que vous savez comment aborder le sujet du racisme quand il est présent dans le vécu de vos patients? Ok? Un thérapeute culturellement compétent, il va pas du tout hésiter à vous répondre et il va pas se braquer, il va pas minimiser les questions et il va s'y engager avec humilité. Il va vous répondre sincèrement. Et si vous avez affaire à quelqu'un de bizarre avec des biais, et puis avec un racisme qu'il essaye de contenir, vous allez le voir direct. Vous allez le voir direct. Et là, vous sortez. Quand il s'agit de votre santé mentale, vous ne devez rien à personne. Moi, je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée qui porte le voile. Et donc, elle était allée voir une thérapeute pas loin de chez elle, à Paris. Et l'autre, au lieu de l'accompagner, elle a targeté son voile direct. D'accord? Vraiment, le néant intellectuel, c'est quand on target la tenue de quelqu'un. Ça, c'est vraiment le vide intellectuel à son paroxysme. Et pourquoi vous portez le voile? Et c'est de l'oppression. Et si, et ça, et nani, et nana. Moi, quand elle m'a raconté ça, je lui aurais dit, mais est-ce que vous pensez que être à poil dans la rue, c'est synonyme de liberté? Ben voilà, vous voyez. Parce que tous ceux qui veulent voir tout le monde à poil, moi je trouve qu'ils ont un problème. J'aimerais tant qu'on m'interroge sur la question du voile un jour. J'ai tellement de choses à dire. Et donc cette femme, elle a mis du temps à retourner en thérapie, vous voyez, parce qu'elle s'est fait vraiment laminer. Au lieu de se faire aider, cette femme a targeté son voile. Vous vous rendez compte? Voilà. Et donc elle est ressortie encore avec plus d'anxiété encore. Et de culpabilité qu'autre chose. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, d'accord? Et d'ailleurs, ça touche toutes les communautés et toutes les religions. Parce que, par exemple, moi, j'ai eu affaire à des catholiques très, 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 très pratiquants, et dont une femme, en fait, qui avait 7 enfants, et la première personne à qui elle avait affaire, donc c'était une gynécologue, ne comprenait pas pourquoi cette femme enchaînait les enfants. Et donc cette femme lui dit, mais parce que dans ma foi chrétienne, si et ça, machin, donc elle lui explique, et l'autre, elle lui a ri au nez. Vous voyez? Moi, cette chrétienne, je l'ai reçue et j'ai accueilli sa foi chrétienne. Voilà. Dans le soin. Si vous n'accueillez pas une femme qui vous parle de sa foi chrétienne et qu'elle fait des enfants dans un contexte bien précis et qu'elle vient en fait parce qu'elle a une douleur morale sur un autre contexte, vous êtes à côté de la plaque en fait, mais complètement à côté. Parce que si elle a 7 enfants entre guillemets en bas âge et qu'en même temps elle est dans un contexte familial difficile ou un autre contexte difficile, il faut bien prendre les deux en compte. D'accord? Et il faut bien lui dire que si ça lui fait du bien d'aller faire un Je vous salue Marie à l'église à telle heure, eh ben tant mieux, grand bien lui fasse et heureusement, vous voyez? Donc ceci étant dit, je vous invite vraiment à faire attention aux réactions que les gens ont. S'ils veulent pas vous dire la vérité, ils vont la porter sur leur visage. Ok? Et retenez bien une chose, c'est que l'essentiel, c'est votre lien avec le praticien que vous allez consulter. Ok? Parce que ce que vous portez, c'est lourd et vous n'avez pas à le porter seul. Et j'espère que si vous êtes reconnu quelque part dans tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, la double appartenance, le poids transgénérationnel, la loyauté familiale, la religion, le racisme, la honte de souffrir, j'espère que vous repartez avec une conviction, c'est que votre souffrance, elle mérite d'être entendue telle qu'elle est, avec toutes ses couches, toutes ses origines et toutes ses contradictions. Et vous n'avez pas à choisir entre vous soigner et rester vous-même. Vous n'avez pas à effacer une partie de qui vous êtes pour avoir accès aux soins.
Et si le premier thérapeute, il comprend pas ça, eh ben le prochain peut-être, ou encore celui d'après. Parce qu'il y a des praticiens, comme moi, qui travaillent à développer cette compétence culturelle et qui, à chaque fois, en fait, vont encore plus chercher, fouiller dans l'histoire, dans les rites, dans les habitudes culturelles, la langue, les dialectes, etc. Et vous méritez d'en trouver un. Et je veux terminer en vous disant quelque chose que j'ai envie que vous portiez longtemps après cet épisode. Retenez cette chose. Vous êtes des gens magnifiques, vraiment. Parce que naviguer entre plusieurs mondes, tenir debout entre plusieurs identités, aimer une famille qui vient d'ailleurs, tout en construisant votre vie ici, et faire face au regard des autres sans vous perdre, eh ben tout ça, ça demande un courage que la plupart des gens ne voient pas, mais qui est immense. Vous portez des histoires qui ne vous appartiennent pas toutes, des douleurs qui remontent à bien avant vous, et vous continuez malgré tout. Et ça mérite d'être reconnu, et ça mérite d'être soigné si besoin. Alors, je vous souhaite sincèrement du fond du cœur d'être heureux, d'aller bien, d'avoir des espaces dans votre vie où vous pouvez poser tout ce que vous portez sans vous justifier, sans vous réduire, sans avoir à choisir qui vous êtes. Et si un jour, vous voulez aller plus loin et que vous sentez que vous avez besoin d'un espace pour vous, je serai là.